le plaisir retrouvé des grandes croisières. À l'embarquement, pour les passagers classe affaires, un salon VIP avec boissons, journaux, téléphones et fax. À bord, de vrais repas servis avec le sourire dont nous ne nous départissons jamais. Et quelle que soit la classe que vous aurez choisie, un confort surprenant. Qui que vous soyez, AOM offre une large gamme de prix et de réductions. AOM, l'autre compagnie. Cuba Tour, votre ami à Cuba depuis plus de 20 ans. Le réceptif le plus complet de Cuba. Des hôtels partout, à La Havane, mais aussi sur les plus belles plages et dans les paysages les plus grandioses. Avec même un village lacustre. Avec Cuba Tour, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Où que vous soyez à Cuba, votre ami Cuba Tour. Les hôtels Cubanacan séduisants, qu'ils soient ultra-modernes ou inspirés de la tradition caraïbe. Des hôtels chaleureux et confortables, adaptés à tous les budgets. Cubanacan, un service de qualité dans une atmosphère détendue. Avec une nouvelle formule Club Amigo, un forfait tout compris. Cubanacan, partez gagnant. Marsens International réalise au meilleur prix votre voyage à la carte dans les plus beaux hôtels de l'île. Dans votre agence de voyage, demandez la brochure Cuba Extraordinaire ou bien appelez-nous. Une équipe chaleureuse est à votre disposition. Grâce à Cubanacan, découvrez Santiago de Cuba, la deuxième ville du pays. Un site historique exceptionnel. Des habitants au charme légendaire. Admirez la région, la vallée de la préhistoire, la plage de Daiquiri. Et découvrez tout cela avec le confort Cubanacan, par exemple dans l'hôtel Santiago. Santiago, c'est Cubanacan. Location Havanoto. Avant le voyage ou sur place, c'est facile. Une gamme de voitures modernes et variées. Havanoto, le loueur numéro 1 à Cuba. Bienvenue au Tropicana Santiago. Le cabaret des Caraïbes, le cabaret de Cubanacan. Un spectacle fabuleux, toute la musique, toute la danse, toute la gaieté des Cubains dans la plus cubaine des villes. Une raison de plus pour venir à Santiago avec Cubanacan. Le Tropicana Santiago. Gagnez des voyages, concours permanent sur 3615 Vidéoguide. Gaviota, vos hôtels à Cuba. Une animation garantie de jour comme de nuit. Des hôtels en pleine nature. Et quelle nature! Gaviota, c'est Cuba au naturel. Marco Polo. Des guides qui vont à l'essentiel et qui donnent de vrais conseils. Ta façon de voyager me plaît. Collection Marco Polo, achète guide de voyage, en vente dans toutes les librairies. ¿Cómo? Así que... celosa, ¿no? Allá tú. Solamente te pido una cosa.
1250 km de long, l'île la plus vaste des Caraïbes. Parce qu'elle est une île, parce qu'elle est rurale, Cuba ressemble à un grand village où tout le monde se connaît. Les bornes de la campagne cubaine, les palmiers, il serait 70 millions, la plus forte densité mondiale. Indissociable du palmier, le boyo, l'habitat traditionnel. Le palmier royal, l'arbre national, protège le boyo de la foudre et fournit son matériau de construction. Le tronc pour les murs, les palmes pour le toit. Les paysans se nourrissent sur leurs terres. Ils sont moins touchés que les citadins par les problèmes de distribution fréquents à Cuba. À l'intérieur d'un boyo, le Cuba éternel. Isolée du monde occidental par sa différence politique, l'île s'est aussi isolée dans un autre temps. Et pourtant, les marques de la Révolution sont visibles. Les immeubles sociaux bâtis pour les ouvriers agricoles qui vivaient misérablement sous la dictature antérieure au communisme. Les pancartes sur l'épopée des guérilleros. Che Guevara, le Che, figure romantique, mort jeune dans le maquis bolivien. Fidel Castro, qui depuis 1959 martèle ses idées. Le socialisme, le patriotisme et l'anti-impérialisme. Les États-Unis, à 200 km, si attirant pour ceux qui fuient le communisme. Officiellement, on la combat toujours, cette Amérique qui appuyait le dictateur Batista. En fait, comme le prouve la popularité du baseball, que les Cubains appellent pelota, les liens sont plus forts qu'on ne pourrait le croire. Autre image inattendue en terres marxistes, ces belles américaines âgées d'un demi-siècle. Ces Dodge, ces Chevrolet hérités de la période pré-révolutionnaire. Certaines ont des allures d'épave, mais les Cubains, bricoleurs dans l'âme, les soignent avec d'autant plus d'amour que dans leur pays, un véhicule motorisé est un produit de luxe. El carro esto es un Ford inglés del año 1941. C'est une Ford anglaise de 1941. C'est moi qui m'en occupe de la mécanique, de tout. Je peux le faire seul parce que le moteur est très simple. Et pour compléter ce tableau de musée de l'après-guerre, des sidecars. Près d'un Cubain sur deux a moins de 20 ans. La population a doublé depuis la Révolution. La santé et l'éducation, gratuites, sont les fiertés du castrisme. Cuba est le pays du tiers-monde le plus alphabétisé. Paradoxe, Cuba manque de rasoirs ou de savonnettes, mais pas de médecins ou d'ingénieurs. Un symbole, ce chariot. Il roule, mais sans pneus. Le pays est pauvre en matières premières. Il peine à se procurer le pétrole bon marché que lui fournissait, avant sa chute, l'allié soviétique. À la pompe, le carburant peut se faire rare. Et sur les routes, on marche plus qu'on ne roule. Pour pallier l'insuffisance des bus, les wawa, dit-on à Cuba, il y a les camions de marchandises reconvertis au transport populaire. Et les vélos, de plus en plus nombreux. Un compromis ingénieux, le cyclobus.
Oui, les Cubains gèrent la pénurie avec imagination. Par exemple, ils ne jettent pas les briquets jetables. Sur la place du village, un compagnero, un camarade, les recharge en gaz. Quelles que soient leurs difficultés, les Cubains gardent le sens de l'amour et de la fête. Autour d'une bière, une cerveza, on improvise. Les origines de la musique cubaine trouvent ses ancêtres dans la musique venue de l'Afrique avec les Noirs esclaves. Et c'est une musique qui a eu un mélange justement avec la musique espagnole. Donc les guitares, les tambours, tout ça, qui font de notre musique quelque chose de particulier dans le continent américain. Porte d'entrée et capitale de Cuba, la Havane, ouverte sur le golfe du Mexique. La Havane. 2 millions d'habitants, 1/5 de la population totale de Cuba. Dans la capitale, comme ailleurs, colons espagnols et esclaves noirs ont mêlé leur sang. Selon un écrivain cubain, le peuple est comme le sucre, blanc, brun, noir. L'architecture n'est pas moins hétéroclite. Elle témoigne d'une histoire mouvementée, successivement espagnole, américaine et communiste. À sa naissance, au XVIe siècle, la Havane est une cité fortifiée, comme le rappelle le fort du Morro, qui protégeait la ville contre les pirates. Les cargos sucriers ont depuis longtemps remplacé les galions espagnols chargés d'or dans la rade de la Havane, mais les traditions demeurent. À 21h, retentit le canon qui jadis annonçait la fermeture des portes municipales. Les fortifications enserrent le berceau de la ville, déclaré patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, la vieille Havane. La place de la cathédrale, la plus belle, un joyau d'architecture coloniale. Elle est entourée de palais baroques qui, comme la cathédrale, datent du XVIIIe siècle. La place d'Armes, la plus ancienne, les troupes coloniales y pratiquaient leurs exercices. Au centre, le père de la patrie. Il se rebella contre la domination espagnole au XIXe siècle, Carlos Manuel de Céspedes. Derrière lui, le palais des capitaines généraux qui, au nom de la couronne espagnole, dirigeaient Cuba d'une main de fer. Des cloches. À l'époque, elles battaient le rappel des esclaves. Et les pavés étaient en bois. Dans le palais, Christophe Colomb. Il découvrit Cuba en 1492. Les appartements évoquent la magnificence passée de la capitale, longtemps considérée comme le bijou de la couronne espagnole. L'artère du Prado limite la vieille Havane. Elle est bordée d'immeubles prestigieux comme l'hôtel Inglaterra. Dans son café, José Martí répandit ses thèses qui aboutiront à l'indépendance à la fin du XIXe siècle. À la Havane, comme dans toutes les villes cubaines, Martí a sa place car il est LE héros national, celui qui mena le combat contre l'Espagne. Voici la maison où il naquit.
son indépendance à peine acquise, Cuba tomba sous le joug américain, comme le rappelle l'ombre répandue sur le Prado par cette réplique du Capitole de Washington. Indissociable du Capitole, l'ancien palais du dictateur Fulgencio Batista, transformé en musée de la Révolution. La Bodequita del Medio, la taverne du milieu, est un témoignage plus sympathique de cette période américaine. On y rencontrait souvent un résident cubain du nom d'Ernest Hemingway. L'écrivain aimait la mer, il était comblé à La Havane grâce au boulevard qui longe le littoral sur des kilomètres, le Malecón. Quand la situation économique le permet, le Malecón accueille le carnaval durant une semaine, fin juillet. Comme à Venise, un carnaval, et comme à Venise, la menace de la mer, redoutée par les restaurateurs. La mer a avancé sur des kilomètres. Elle a endommagé des édifices, détruit des biens, et elle a fait un mal qui n'est pas seulement le mal du moment, mais aussi le mal du futur. Salinisation, détérioration de la pierre, eau qui monte par capillarité, par absorption. Donc tout cela représente un très grand risque et aussi un défi pour les restaurateurs. Dans ce déferlement, l'insouciance cubaine, elle, trouve son compte. Le Malecón conduit au quartier moderne, le Vedado, aux allures de downtown américain. Quand on se rapproche, on découvre aussi des palaces rococo construits au début du siècle par des millionnaires à la fortune douteuse. Même délabrés, ils donnent à la ville un charme étrange. Au lieu du Vedado, l'Hôtel National, ouvert en 1930. Avant la Révolution, c'était aussi un casino, le repère de la mafia américaine qui avait toutes ses entrées dans l'île. Dans cette salle se réunissaient des mafieux célèbres tels Lucky Luciano. Le cabaret Tropicana date lui aussi de cette période où la Havane était pour l'Amérique synonyme d'amusement et de débauche. La Révolution a conservé cette institution nationale. Contraste, la rigueur de la place de la Révolution. Ici, les discours fleuves de Castro ont souvent résonné au milieu des bâtiments du parti et des ministères. Rigueur? Pas tout à fait. À l'est de la capitale, une succession de plages mène à la reine du tourisme cubain, Varadero. Les plages de l'Est ne sont pas des ghettos touristiques. De nombreux Havanais les fréquentent. Au détour de ce ruban bleu, un amphithéâtre de verdure. La vallée de Yumuri, repère des vautours. Comme le palmier, le boyo ou le bœuf, le vautour est une constante des paysages cubains. La presqu'île de Varadero, principale station balnéaire du pays. Varadero signifie lieu d'échouage et elle donne envie de s'échouer avec ses 20 km de sable fin et son eau avoisinant les 30 degrés. Au début du siècle, il n'y avait rien. Tout commence avec la Casa Dupont,
bâti dans les années 20 pour l'industriel américain d'origine française Irénée Dupont de Nemours. De l'acajou, l'un des bois précieux dont Cuba jadis regorgeait. Rien n'était trop luxueux pour le milliardaire qui, à l'instar de Citizen Kane, voulait son Xanadu. La Casa Dupont, qui portait à l'origine le nom de Xanadu, fut inspirée d'un poème de Samuel Taylor qui parlait de la beauté d'un paradis, car Dupont de Nemours considérait cette maison comme un paradis. Depuis, Varadero n'a cessé et ne cesse de se construire. Le tourisme, source de devises, représente pour Cuba une bouée de sauvetage, une alternative à la monoculture de la canne à sucre, trop exposée aux variations des cours mondiaux. Dans les grands hôtels, le peso cubain n'a pas cours. On paie en dollars américains. C'est par le tourisme que le pays s'est ouvert aux investisseurs étrangers. À Varadero, on est à Cuba, et très loin de Cuba. L'authentique Cuba est pourtant à la porte de Varadero. C'est Cardenas, la ville des calèches. La population se fie depuis toujours à ce moyen de transport, plus actuel que jamais. Quand l'essence se fait rare, rien ne vaut un cheval. À l'ouest de la Havane s'étend la verte région de Pinar del Río, dont le joyau est la vallée de Viñales. La vallée de Viñales, la plus vieille formation géologique du pays. Elle est semée de buttes calcaires appelées mogotes. Elle est percée de grottes. Un relief si étrange qu'il inspire aux scientifiques les théories les plus audacieuses. Il y a une théorie selon laquelle la vallée de Viñales était autrefois une grande grotte. Le plafond de cette grotte s'est effondré et les buttes calcaires, c'est-à-dire les mogotes, qui étaient autrefois le pilier, c'est ce qui est resté de la grotte. Ça date du Jurassique supérieur, c'est-à-dire 160 millions d'années. La grotte de l'Indien. À l'arrivée des Espagnols, certains aborigènes, nommés à tort indiens par Colomb, logeaient dans des cavernes. Dans ces stalactites, les Cubains voient des feuilles de tabac séchant. L'évolution biologique de la région est décrite par une fresque de la préhistoire peinte sur un mogoté. Du mollusque à l'homme, en passant par le dinosaure. La végétation de la vallée est aussi originale que son relief. Cette plante s'épanouit une fois, puis meurt. Sur cette fleur, les insurgés anti-espagnols écrivaient des messages clandestins. Quant à cet arbre, ses racines sont si puissantes qu'elles percent la roche. Dans cette nature luxuriante se niche le village de Viñales qui doit son nom aux vignes que jadis les Espagnols tentèrent en vain de cultiver. Viñales, un pueblo typiquement cubain avec son animation paisible. Avec son inévitable place José Martí, devant l'ancien hôtel de ville, il abrite aujourd'hui un centre culturel. Car le pouvoir, symboliquement, s'est déplacé. Depuis la Révolution, il s'exerce du siège local du Parti communiste, le parti unique. Les maisons de Viñales illustrent le style néoclassique en vigueur au XIXe siècle.
un festival de colonnes et de couleurs. Colonnes et balcons, la formule est aujourd'hui reprise par les hôtels. Au-delà de la vallée de Viñales, dominée par une sierra, une montagne, s'étend une terre mondialement connue. Ici pousse le meilleur des tabacs grâce aux qualités conjuguées du sol, de la température et de l'ensoleillement. Pendant que la terre se repose, les feuilles sèchent dans les casas de tabaco. À Cuba, on ne dit pas Havane, mais tabacos. Les Cubains sont friands de ce symbole du capitalisme, y compris dans les fabriques de cigares. Cet homme fume chaque jour une demi-douzaine de barreaux de chaise roulés par ses soins. Le matin, quand j'arrive ici, la première chose que je fais, c'est un cigare pour moi, parce que j'ai envie de fumer. Mais le meilleur moment, c'est quand je termine l'après-midi et que j'arrive à la maison. Je peux m'asseoir dans un fauteuil et m'en fumer un. Et puis après dîner, ou bien en faisant une partie de domino. Vous comprenez? Une manufacture de cigares. Un travail, un art plutôt, dont les secrets sont transmis de génération en génération. Première étape, la préparation des feuilles. On retire la nervure centrale, trop épaisse, c'est l'écotage. Deuxième étape, la fabrication de la tripe, l'intérieur du cigare. Troisième temps, le plus délicat, l'enroulage de la cape. La cape, dont dépend la qualité de la combustion, est une feuille de choix découpée à la chaveta. Ultime tour de force pour le rouleur, la tête que le fumeur coupera avant d'entamer son tabaco. Les ouvriers des fabriques de cigares ont toujours été à la pointe des luttes sociales. Ils ont obtenu, au siècle dernier, un privilège inattendu. Toute la matinée, un lecteur aide le temps à passer en lisant à ses camarades la presse, puis un roman. Parmi les écrivains préférés des artistes du tabac, Victor Hugo. Cuba produit 300 millions de cigares par an. Des noms prestigieux, Hoyo de Monterrey, Monte Cristo ou Cohiba, qui était la marque favorite de Castro. Pinar del Rio, 140 000 habitants, capitale du tabac. Une ville aux allures de bourgade. Un classique, la file d'attente devant les magasins d'État ou les services administratifs. L'attraction de la ville, ce palais fantaisie du début du siècle, caprice d'un médecin qui se ruina pour l'achever. Le contenu est aussi surprenant que le contenant. Le palais abrite aujourd'hui un musée de paléontologie. Le palmier liège, une relique vivante endémique de Cuba, contemporain des dinosaures. L'ouest de Cuba offre deux régions aux amoureux de la nature, la péninsule de Guanacabibes et l'île de la Jeunesse. Dans la péninsule de Guanacabibes, à l'extrémité de la pointe occidentale du pays, on éprouve vite une sensation de bout du monde. Une eau limpide, une côte vierge protégée par une réserve naturelle. Cuba navigue sur sa carte comme un long crocodile vert avec des yeux d'eau et de pierre, a écrit un poète cubain.
des liaisons aériennes relient la Havane à l'île de la Jeunesse. L'île de la Jeunesse abrite le meilleur centre de plongée des Caraïbes. Cette cubaine a remporté le championnat du monde de descente en apnée avec palme. Son record, 60 mètres de profondeur. Elle a choisi ce site pour s'entraîner. L'eau est très claire, très belle. Le site est très joli. La faune fantastique. Et d'un point de vue technique, les plongeurs qui pratiquent ici sont très professionnels. Ils maintiennent un très bon niveau d'entraînement. Et ils sont aussi mes grands amis. Le premier objectif d'un plongeur, atteindre la barrière de corail reconnaissable à sa frange d'écume. La faune, ici, est à portée de main. Une image de liberté pour une île où la dictature d'avant la Révolution installa un pénitencier. 1953. Après l'échec d'un premier soulèvement, les grilles se referment sur Castro. Avec ses camarades, il est écarté des autres prisonniers afin d'éviter toute contamination politique. Condamné à 15 ans, le leader Maximo sera libéré après 19 mois à la faveur d'une amnistie. Entre-temps, derrière ses barreaux, Castro aura écrit clandestinement l'Histoire Maquitra, son ouvrage le plus important, véritable programme politique. En ces temps touristiques, on se rappelle plutôt que l'île de la Jeunesse inspira à Robert Louis Stevenson son île au trésor. Cuba est un archipel. La Grande Terre est entourée d'îlots coralliens. Il y en aurait 1600, petits ou grands. Les Cubains appellent ces îlots des cayos. Le plus réputé, Cayo Largo, côté Caraïbes. Un havre de paix, relié par des charters directs au pays riche, mais froid. On rejoint en bateau la plus belle plage de Cayo Largo, située sur une presqu'île, la plage de la Sirène. Spécialité de Playa Sirena, la langouste. Mais il y a aussi des crabes de terre qui sortent la nuit, ou des tortues vertes qui vivent 40 ans. Plus impressionnant encore, à quelques encablures de Cayo Largo, Cayo Iguana. Dans cet îlot, 250 iguanes ont élu domicile. Des animaux préhistoriques, mais qui mangent dans la main de l'homme comme des pigeons. Ils s'alimentent pour l'essentiel d'herbes et de toutes sortes de baies qu'ils trouvent à leur portée. Ici, ils se sont habitués à manger du pain et d'autres types de fruits que nous leur apportons. Et comme vous pouvez le voir, ils ont perdu la peur de l'homme. Autre îlot où la faune est reine, Cayo Setia, côté Atlantique. On rejoint souvent les cayos dans des hélicoptères de l'armée cubaine reconvertis, signe des temps, au tourisme.
Cayo Setia est complètement vierge. On y réalise d'étonnants safaris d'observation. Sur la piste, des espèces endémiques de Cuba, comme la jutia. Mais aussi des animaux importés parfaitement adaptés au climat local. Regardez bien, les zèbres se mêlent aux bovins cubains. Cette immense route posée sur l'océan relie un chapelet d'îlots voisins les uns des autres, l'archipel de Camagüey. La route aboutit à Cayo Coco. Le nom de cet îlot évoque un oiseau fréquent dans les parages que les Cubains appellent coco à cause de sa blancheur. Cayo Coco passionnera les ornithologues. Mais on peut aussi avoir la chance d'apercevoir dans ses eaux un dauphin. Comme de nombreux îlots, Cayo Coco s'est doté d'un complexe touristique et sportif. Au sud de la Havane, deux lieux chargés d'histoire, la Ciénaga de Zapata et la baie des Cochons. Quand on traverse ainsi Cuba du nord au sud, on survole le tapis de canne à sucre qui recouvre les vastes plaines centrales. Le sucre est la base traditionnelle de l'agriculture cubaine. Il est exporté partout dans le monde. La machette qui sert à couper la canne est l'outil national. Et les usines sucrières font partie du paysage. Surnom de la canne à sucre, le roseau à miel. Son jus s'appelle le guarapo. Additionné de rhum, lui aussi un produit de la canne, il devient le guararón. Le rhum, blanc, doré ou brun selon son âge, est la boisson nationale. Au bord des routes, on peut aussi déguster une noix de coco. Le coco, les Cubains en sont friands pour leur dessert, toujours très sucré. La banane, elle, accompagne les plats comme un légume, frites ou bouillies. Marais, en espagnol, se dit ciénaga. Voici la ciénaga de Zapata, une zone jadis déshéritée, aujourd'hui un parc naturel. L'une des plus grandes réserves de sauriens du monde. Entre mer et marais, des lagunes se forment. Sur la lagune du Trésor, un village lacustre pour plonger dans le passé. Selon la légende, les aborigènes jetèrent dans ces eaux leurs richesses pour les soustraire à l'avidité des conquistadors. Les aborigènes vivaient essentiellement de chasse et de pêche. Ils composaient un peuple pacifique. Ils étaient 200 000 au début du XVIe siècle. Les siècles suivants s'écoulèrent sans eux. Les Indiens qui vivaient à Cuba ont disparu à cause des maladies introduites par les colonisateurs et des mauvais traitements infligés par ces mêmes colonisateurs à les travaux forcés. Actuellement, il ne reste plus d'Indiens.
Il ne reste que les traits physiques des Indiens chez certains Cubains, à cause de l'union de la race aborigène avec les colonisateurs espagnols. Cuba, un nom aborigène. Cette zone marécageuse, difficile à protéger, fut le théâtre d'une célèbre incursion anticastriste. 17 avril 1961. La journée s'annonce noire pour la jeune révolution cubaine. 1500 mercenaires anticommunistes, entraînés par la CIA et couverts par la marine américaine, débarquent dans la baie des Cochons. Cuba tout entière résiste, militaires et civils confondus. Posté ici, le char de Castro, qui dirige en personne la bataille, coule un navire américain. C'est la déroute pour les mercenaires et un grave revers pour le président Kennedy. En revanche, la victoire permettra à Castro, fort de l'unité nationale, d'envisager l'avenir avec sérénité. Plus à l'est, deux cités sucrières au passé riche, au sens propre, Cienfuegos et Trinidad. Dans la baie de Cienfuegos, des pélicans. À l'entrée de la baie, dominant un village de pêcheurs, la forteresse de Ragua. Comme le fort du Morro à la Havane, elle dissuadait les pirates qui infestaient alors la mer des Caraïbes et qui n'hésitaient pas à s'attaquer aux villes. Au fond de la baie, Cienfuegos, 130 000 habitants. Une ville industrieuse. On retrouve à Cienfuegos le même entrelac de tuiles que dans les autres villes cubaines, mais ici, le lion espagnol côtoie un néoclassicisme d'inspiration française. L'architecture porte la marque des planteurs louisianais qui vinrent se consacrer à la canne au XIXe siècle. Pour cette saccharocratia, cette aristocratie sucrière, rien n'était trop beau. Le nec plus ultra, une réplique du Parthénon d'Athènes. Les vitraux de l'église, importés de France. Les Louisianais furent invités à Cuba pour combler le manque d'encadrement blanc dans les plantations, comme en témoigne une de leurs descendantes. Il s'était produit un fort développement dans l'industrie sucrière. Et pour cela, il était nécessaire d'importer de grandes quantités de main-d'œuvre esclave noire. En même temps, il fallut donc faire venir des colons blancs pour équilibrer la situation. C'était l'époque où, sur le Prado de Cienfuegos, il y avait un trottoir pour les blancs, un trottoir pour les noirs. Au bout du Prado, une langue de terre s'enfonce dans la baie. Le plus étrange édifice de la ville s'y dresse, le Palacio del Valle, mélange mauresque, gothique et vénitien, caprice de milliardaires du début du siècle. La mafia voulut en faire un casino, mais la révolution interrompit le projet. Entre mer et montagne, l'une des plus belles cités coloniales de l'Amérique latine, Trinidad. Contrairement à Cienfuegos, elle affirme son origine espagnole, et ses nombreuses églises rappellent que Cuba, malgré le communisme, conserve un fond catholique. Le cœur de cette ville-musée fondée au XVIe siècle, la Plaza Mayor, la grande place, entourée d'anciennes demeures de notables. Les rues de Trinidad sont pavées, ce qui ajoute à leur charme. Autre caractéristique, les hautes fenêtres grillagées de fer forgé, de style andalou. Une architecture adaptée au climat. À Cuba, le climat est très chaud. C'est pourquoi on a conçu des maisons très hautes, avec ces grandes fenêtres, pour aérer l'intérieur. Vous comprenez, pour avoir de l'air frais, pas de l'air chaud toute la journée. Il y avait aussi beaucoup de jeunes gens qui aimaient le romantisme, qui se dévouaient pour jouer la sérénade à travers la fenêtre à leur amoureuse, aux filles qui leur plaisaient. Enfin bref, beaucoup de maisons de Trinidad ont ce type de grille.
Les maisons de Trinidad, à étage unique, jouissent de hauteurs sous plafond impressionnantes. Ay, no sé, me gusta cualquier los ojos. Dans ces demeures bicentenaires, habitées aujourd'hui par de modestes familles, les meubles sont souvent de toute beauté. L'actuelle Trinidad, une bourgade tranquille de seulement 30 000 habitants. Comme si la ville, capitale mondiale du sucre il y a 2 siècles, avait progressivement glissé en marge de l'histoire. Un must à Cuba, le jeu de dames. Trinidad s'étend au creux de la vallée de Los Ingenios, la vallée des sucreries, dominée par un mirador. De là-haut, on surveillait la plantation. Le train, introduit à Cuba pour le transport de la canne, la demeure du maître, les baraques des esclaves. On fabrique le sucre avec le sang, disait-on. Comparé à la vie d'alors, celle d'aujourd'hui ressemble à un paradis. Le massif de l'Escambray, au-dessus de Trinidad. Des anticastristes s'y cachèrent après la Révolution. À l'est de Trinidad, la plaine reprend ses droits dans la vaste région agricole de Camagüey. Et la canne cède sa place aux bovins. L'élevage est une fierté de la Révolution. Castro lui-même est capable de disserter sur les mérites comparés des espèces. La plus courante est le bœuf zébu, un animal résistant mais dont la femelle fournit peu de lait. Le bœuf est partout, au bord des routes, et plus souvent encore, sur les routes. Capitale de l'élevage, Camagüey, 200 000 habitants. Une cité qui serait comme les autres, sans ses jarres. Il y en a des milliers, égrenés à travers la ville depuis sa fondation, depuis des siècles. Les Cubains disent « tinajones ». Abandonné au début du XXe siècle, l'art des tinajones a refait son apparition. À l'origine, ces jarres en terre cuite servaient à stocker l'eau. Il y avait des problèmes d'approvisionnement à Camagüey. De nos jours, elles ont une fonction décorative. La fabrication d'un tinajon peut prendre 1 mois. El tinajón se fabrica in situ. Es decir, Le tinajon se fabrique sur place. vamos levantando poquito a poco. Au fur et à mesure No que se les jours puede s'écoulent, abreviar mucho, nous allons le porque faire es muy monter blandita la masa petit à y se petit. cae. Nosotros, On ne a peut pas aller travers de beaucoup los plus días, vite vamos parce que levantando la tramito a masse est très tramito lourde hasta et peut cerrar tomber. el tinajón. Una Au vez fil des jours, nous terminado allons continuer, el morceau par cerrado, morceau, de jusqu'à engrasar pouvoir el fermer le tinajón, tinajon. levantamos las paredes Une de fois la terminée cette opération, nous construisons le four en briques bien hermétique. Ensuite, nous le faisons chauffer très lentement jusqu'au bout de la cuisson. ya su cochura. Dime qué puedo hacer con quienes me critican si he tratado en la vida siempre de quedar bien. Notre potier écrit aussi des chansons. No soy bruto ni sabio, soy un ser humano igual que los demás. Camagüey, ville des jarres, ville des poètes. Ici naquit Nicolas Guillen, l'auteur de quelques-uns des plus beaux vers cubains. Atiendan, amigos, mi son, Écoutez, amis, ma chanson qui commence ainsi. adivinanza de la esperanza. Le sens de l'espérance. Lo mío es tuyo, Ce qui est à moi lo est à toi. tuyo es mío. Ce qui est à toi est Toda à la moi. sangre formando un río. Et tout le sang forme un fleuve. Au-delà de Camagüey s'étend l'Oriente, l'est de l'île, dont la capitale est Santiago de Cuba. Santiago,
400 000 habitants, la plus caraïbe des cités cubaines. Une population en majorité noire. Ici débarquaient les esclaves importés d'Afrique jusqu'à l'abolition en 1886. Le centre de la ville, le parquet Céspedes, dominé par la cathédrale. Dans un angle de la place, la Casa Velázquez, demeure du grand conquistador. Les balcons à jalousie, inspirés du style mauresque. Ils favorisaient à la fois secret et fraîcheur, comme dans les harems. Diego Velázquez débarqua à Cuba avec 300 hommes en 1510. Autre maison remarquable, celle qui vit naître José María de Heredia en 1842. Le poète, qui s'en alla recueillir la gloire en France, fait l'objet d'un culte dans sa ville natale. La Révolution aussi est née à Santiago. Les Barbudos. Ils attaquent la caserne de la Moncada, symbole de la dictature, en plein carnaval, le 26 juillet 1953. Menés par Castro, ils se précipitent vers ce local qu'ils prennent pour un dépôt de munitions. Mais une mitrailleuse, postée dans l'angle opposé de la caserne, les fauche. Seuls Castro et une poignée de ses camarades survivront, incarcérés dans le pénitencier de l'île de la Jeunesse. Pourtant, lancée par leur acte fondateur, la révolution triomphera et la caserne deviendra symbole de la lutte. La Moncada nous unit comme une grande famille, affirme ce slogan. Castro avait préparé sa tentative dans la Sierra Maestra, au-dessus de Santiago. 3 ans plus tard, sorti de prison, il se réfugie à nouveau dans la Sierra. Soutenus par la population, les Barbudos marcheront sur la Havane en 1959 et mettront Batista en fuite. Cette montagne abrite 2 parcs naturels. Le parc de la Gran Piedra doit son nom à cette énorme roche d'origine volcanique. À côté, du café pousse à l'état sauvage. Au XVIIIe siècle, des planteurs français s'établirent ici, chassés par l'indépendance haïtienne. La vie dans leur plantation était rythmée par la cloche. La cloche avait pour objectif d'informer les esclaves sur les tâches qu'ils devaient effectuer 16 heures par jour. Elle rythmait leur travail et leur vie sociale. Il y avait aussi des sons qui les avertissaient s'ils devaient accourir d'urgence. En fait, il y avait un coup de cloche pour chaque activité. Dans le parc de Baconao s'étend la vallée de la préhistoire. Les paysans cubains sont si habitués à ce décor qu'ils y font paître leurs bêtes comme si de rien n'était. Non loin de là, la plage de Daiquiri où fut inventé, dit-on, le cocktail préféré d'Hemingway. À l'extrême est de l'île, 2 baies importantes dans l'histoire cubaine, Guantanamo et Baracoa. La région de Guantanamo est la plus sèche de Cuba. Dans ce décor aride, baigné par les Caraïbes, surprise, une frontière, comme entre 2 pays. Au sommet d'une colline, les visiteurs sont conduits dans un refuge militaire.
Esta franja roja Voici la limite de la base nord-américaine. de la base norteamericana. Eh oui, depuis le début du siècle, les États-Unis disposent d'une base dont le régime castriste ne reconnaît pas la légitimité. Aucune relation entre les deux camps, mais une tension permanente. Les points rouges représentent les postes d'observation de l'armée cubaine. La vigilance s'effectue en permanence, tout le temps. Un belvédère permet d'observer les observateurs et ce morceau d'Amérique fiché en pays communiste. Là-bas, des Marines et leurs familles vivent comme en Floride. Un vestige de la guerre froide, devenu attraction touristique. Ouverte sur l'Atlantique, Baracoa, la plus vieille ville de Cuba, fondée en 1512. Une fondation dont pâtirent les aborigènes. La statue de Colomb rappelle le passage sur cette côte du découvreur de l'Amérique. Il y laissa, dit-on, une croix fabriquée dans un bois si dur qu'il a résisté à 5 siècles. Esta es la cruz de la Parra. Colón, en sus viajes Christophe por Colomb, América, dans ses voyages en Amérique, planta 29 croix. y esta cruz de Celle-ci est la Parra seule qui es s'est la conservée única jusqu'à que nos se jours parmi les 29. de las 29. C'est un Es témoignage un hecho extrêmement important, testimonial non seulement pour l'histoire de importantísimo Baracoa et de para la Cuba, historia, no solamente de Baracoa, mais aussi pour l'histoire de sino para la l'humanité, historia de la humanidad, 500 ans après l'arrivée ahora, des Espagnols en Amérique. 500 años de la llegada de los españoles a América. En découvrant le site de Baracoa, qui longtemps ne resta accessible que par mer, Colomb s'exclama « Je n'ai jamais vu de plus beau pays ». Les paroles de la Guantanamera, la célèbre chanson cubaine, sont à la fois plus modestes et plus touchantes. Je suis un homme sincère du pays où pousse le palmier. Caballero, ¿qué pasa? ¿Te da la fuerza?